Chérif Cheikh Ahmed Tidiane, Chérif Diop pour toutes ces informations. J'y arrive. C'est avec beaucoup de plaisir que nous vous retrouvons, mesdames, messieurs, et c'est pour discuter ce soir avec le professeur Mballo Thiam. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Mballo Thiam, vous êtes maître de conférence agrégé des facultés de droit, chef de département d'ingénierie juridique de l'université Alioune Diop de Bambey. Vous êtes également membre du comité d'organisation et scientifique du colloque international. Prétexte de cette invitation, déjà, je remarque que vous parlez d'ingénierie juridique à l'université de Bambey. Pourquoi ? Oui, effectivement, à l'université Alioune Diop de Bambey, contrairement aux autres facultés où on parle faculté de droit, nous on parle ingénierie juridique. Ingénierie juridique, une appellation qu'on doit au professeur Abdallah Cissé, au fondateur du département, donc qui avait voulu dans un premier temps donner une connotation pratique à nos enseignements et permettre aussi d'intégrer les personnels du droit. Donc c'était dans ce sens que le professeur Abdallah Cissé avait orienté nos formations et cette orientation avait sans nul doute aussi permis d'influencer l'appellation de notre département d'ingénierie juridique. Et sur le plan des formations, c'est vrai que de la première à la deuxième année, on reste sur les fondamentaux du droit, mais avec une connotation un peu pratique. On fait d'habitude ce qu'on appelle la comptabilité, l'analyse financière, des disciplines qui ne sont pas forcément liées aux sciences juridiques, mais qui seront bien entendu utiles pour l'étudiant dans le cadre de son insertion professionnelle, au-delà même dans la vie quotidienne. Et à l'épreuve des faits, c'est mieux apprécié à une faculté de droit comme à l'université c'est une faculté de droit, mais avec un volet qui convoque, qui interpelle les autres disciplines connexes. L'économie, la gestion, parce qu'on sait qu'aujourd'hui les juristes dans leurs tâches pratiques régulières sont appelés à mener d'autres actes que juridiques. Vous êtes dans un cabinet d'avocat à un moment donné, on peut vous inviter à faire de la comptabilité. Pour véritablement faire cette connexion, faire l'appellation de ces deux aspects, on a voulu élargir, ratisser large sans pour autant biaiser ou ignorer les fondamentaux du droit. Alors je le disais, le prétexte de cette invitation, c'est un colloque international sur la Summa Divisio. C'est à l'université de Bambey à partir de demain mercredi 24 avril sur 3 jours, donc clôture vendredi 26. Première question pour les non-juristes comme moi, quand j'entends un colloque sur la Summa Divisio, c'est quoi la Summa Divisio? Oui, la Summa Divisio, dans la conception ou dans la tradition juridique, c'est la classification principale, la première classification. Et cette première classification permet de distinguer les juristes dans un premier temps, mais permet aussi de distinguer les activités menées dans le cadre de nos universités. Donc quand on parle bien entendu de la Summa Divisio, c'est d'une part sous l'angle des acteurs, parce qu'on distingue les privatistes et les publicistes, mais aussi on distingue les deux matières, le droit privé et le droit public. Et quand on parle de droit privé, c'est le droit qui a tendance à régir les rapports entre les particuliers. Et le droit public, contrairement au droit privé, essaie tout simplement de coordonner la relation entre les collectivités locales et peut-être l'État. Maintenant, aujourd'hui, quand on parle de cette première classification, cette classification va sans nul doute influencer, impacter sur le cursus, sur la formation universitaire. Parce que quand on parle des matières en droit privé, c'est naturellement différent des matières en droit public. Donc c'est sous cet angle qu'on parle de la classification la principale ou la première classification qui va impacter sur le processus et in fine sur la formation. Et aujourd'hui, quand on parle de la première, naturellement, il y aura d'autres classifications. D'autres classifications, si je prends naturellement le droit privé, on peut distinguer le droit civil, le droit commercial. On prend le droit public, on peut distinguer le droit administratif, le droit constitutionnel. Donc vous voyez, si on suit cette logique, et aujourd'hui on constate que la classification principale, même si elle est contestée, les classifications secondaires ont aussi subi l'affluence et l'influence des autres actes. Donc face à cette considération, nous avons voulu interroger, parce qu'on a parlé Summa Divisio avec point d'interrogation, ce qui laisse naturellement un débat
une ouverture d'esprit pour permettre à chaque acteur, aussi bien du côté droit privé que du droit privé, de pouvoir, bien entendu, donner son avis et partager les avis à travers les axes menés dans le cadre de ce colloque. Et finalement, quel intérêt pour un colloque international sur ce thème, finalement, de la Summa Divisio? Oui, intéressant, parce que quand on parle de la Summa Divisio, c'est une notion classique du droit. En première année de droit, vous faites introduction à l'esprit du droit, on va vous rappeler ce principe ou cette théorie du droit. Vous êtes même pas juriste, vous savez que les non-juristes font souvent le droit et ils sont davantage initiés à ces concepts, à ces principes fondamentaux, pour ne pas dire la théorie essentielle de la règle de droit. Maintenant, revenir sur la théorie, pour moi, à mon sens, c'est faire preuve d'humilité, parce qu'on pouvait peut-être interroger des notions techniques, des notions qui pourront même pas ne pas être saisies par le juriste. Et aujourd'hui, si on ramène ce sujet sur la Summa Divisio, la classification principale, à mon sens, c'est permettre aujourd'hui de faire une articulation entre les classiques du droit et même faire une relation 3 générations. Les anciens et aujourd'hui la génération actuelle ont tendance à parler des nouvelles tendances du droit, c'est-à-dire le droit numérique, le droit de l'environnement, des droits qu'on peine à classer dans les 2 mamelles du droit. Maintenant, aujourd'hui, revenir sur ces questions, à mon avis, c'est permettre de revenir sur les fondamentaux. Et la recherche, la science a toujours besoin de faire un recul pour permettre d'interroger les acquis. Et moi, c'est à ce niveau où je mesure dans un premier temps, sans pour autant anticiper sur les conclusions ou la synthèse du colloque. Moi, je pense que ça, c'est déjà un premier élément qui peut justifier l'intérêt de ce colloque. Autre aspect, c'est bien entendu avec l'évolution de la société. Le droit, qu'on le veuille ou non, c'est aujourd'hui au service de la société. Au service de la société, il y a des réalités nouvelles aujourd'hui. On a vécu des crises, crise sanitaire, crise financière, et j'en passe. Aujourd'hui, le juriste est appelé à voir comment articuler. Maintenant, est-ce qu'on peut articuler, on peut apporter des solutions à ces différents problèmes? Est-ce qu'on peut apporter aujourd'hui ces solutions sans pour autant, bien entendu, prendre en compte l'évolution de la société? Justement, le droit sénégalais outillé pour faire face aux enjeux de l'heure, comme par exemple le droit de la mer par rapport à l'exploitation du pétrole, du gaz. Est-ce que ça entre en ligne de compte? Naturellement, ce sont les nouvelles tendances du droit. Aujourd'hui, on ne peut pas parler le droit comme on le parlait, comme on l'enseignait. Parce qu'il y a des nouvelles, il y a des nouvelles réalités. On est obligé de les prendre en compte dans l'évolution, parce que le droit, c'est un phénomène social. Et la société où nous vivons a aujourd'hui des réalités concrètes, et nous sommes obligés, d'une manière ou d'une autre, d'apporter dans l'édifice les orientations pour mieux apporter des solutions aux difficultés de l'heure. Et face à une telle situation, on ne peut pas rester dans une conception classique, et c'est pourquoi nous avons jugé utile avec les organisateurs et le comité scientifique de bien vouloir réviser et interroger les fondamentaux du droit. Alors parlez-nous un peu des axes et des profils des participants. Oui, les axes, bon, d'abord on commence par dire l'avenir de la Summa Divisio, parce que quand on pose l'avenir, c'est parce que on va faire un bilan, comme je dis, on va faire un bilan du principe, et venir aujourd'hui pour dire est-ce qu'on doit maintenir, renforcer, ou on doit trouver d'autres solutions pour maintenir la Summa Divisio au regard des enjeux de l'heure. Il y a aussi un axe qui va aborder sur la relativité de la Summa Divisio. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a cette relativité? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a cette convergence entre les différentes branches du droit? On va aussi critiquer, regard critique qui va peut-être prendre la hauteur par rapport aux préoccupations. On va aussi interroger sur les nouvelles tendances du droit. Et c'est à ce niveau où l'ingénierie juridique, et même aujourd'hui, au début de la création, on nous disait que le juriste n'est pas un ingénieur. Le juriste n'est pas un ingénieur dans la mesure où le propre du juriste, c'est pas forcément d'aller en profondeur, mais d'interpréter, que ce soit le juge, d'analyser, dire le droit. Donc au moins, c'est à ce niveau où notre département d'ingénierie juridique est interprété à ce niveau pour pouvoir véritablement trouver sa place au sein des deux
poutre du droit, droit privé, droit public. Ça, c'est encore un débat. Pour en finir aujourd'hui, revenir sur la pertinence de la distinction. Et les profils des participants? Les profils des participants, c'est un colloque international où on va naturellement recevoir des collègues qui vont venir des différents pays du monde. Mais au-delà, on a les sommités de droit. Les sommités de droit, je peux citer le président du comité scientifique, le professeur Issa Yankoba Ndiaye, le doyen Ndiaye Diouf, le professeur Babacar Gueye, tant d'autres. Donc des sommités, quand on parle droit aussi au Sénégal, en Afrique, on ne peut pas véritablement. Ce sont eux qui vont modérer et organiser. Et d'ailleurs, c'était lui, le professeur Issa Yankoba Ndiaye, le président du comité scientifique du colloque. Voilà. Alors, on va parler un peu d'actualité avant de terminer avec le colloque, de revenir sur le colloque pour boucler avec l'actualité, le changement de régime. Il a été beaucoup question de réforme des institutions judiciaires, mais aussi de lanceurs d'alerte. Tout cela, qu'est-ce que cela vous inspire, vous? Oui, je pense que chaque régime vient naturellement avec ses orientations. C'est normal, ils ont un peu le projet avec son excellence le président Bassirou Diomaye Faye, un projet avec des orientations et les premiers axes, parce qu'on a vécu durant 2-3 années des tensions. Et quand on parle réforme de la justice, à mon sens, le curseur est aujourd'hui orienté sur l'aspect pénal. Et il ne faut pas oublier le droit civil, le droit commercial aussi. Ce sont des aspects qui méritent d'être révisés dans leur intégralité. Mais quand on prend l'aspect pénal, et j'ai vu les premières orientations, les réflexes, l'inquiétude vis-à-vis des acteurs, c'est l'indépendance de la justice. L'éternelle question. Et peut-être les moyens, les solutions, à mon sens, aujourd'hui, dire qu'on va mettre un juge de la liberté de la détention. Un juge de la liberté de la détention, comme son nom l'indique, comme dans d'autres pays tels que la France, va gérer la gestion de la liberté. Est-ce qu'on doit mettre une personne en liberté ou on doit mettre une personne en détention? Mais pour moi, un tel acteur va occuper, qu'on le veuille ou non, la fonction du ministère public, le procureur. Et si on peut arriver à avoir un juge d'instruction avec toute la liberté, les prérogatives qu'il faut, moi je pense que ce serait l'idéal. Et la réforme, moi je le vois autrement, non pas du point de vue des acteurs, mais du point de vue des textes. Du point de vue des textes, c'est à ce niveau, parce que c'est à ce niveau où je salue et je loue aujourd'hui les orientations prises par les nouvelles autorités en disant on va réformer le code de procédure pénale et le code pénal. Les deux actes, je pense qui méritent d'être aujourd'hui révisés. Si les révisions sont faites en tenant compte des réalités sociales, comme je le répète, je pense qu'on peut naturellement avoir une justice sociale, une justice qui au-delà même va dépasser l'aspect juridictionnel, parce que la justice n'est pas seulement judiciaire. Aujourd'hui sur le plan social, et ils l'ont commencé en disant qu'au niveau des administrations, on va déjà mettre en mesure pour permettre aux justiciables, pour permettre aux citoyens de pouvoir accéder aux services publics de l'État. Mais une question centrale, vous l'avez évoqué vous-même, c'est l'indépendance. Alors cette indépendance, pour la consacrer définitivement, est-ce qu'il ne faudrait pas couper le cordon ombilical entre la chancellerie et le parquet, tout simplement? Pour moi, il ne faut pas être radical ou absolu dans ce sens, parce que, qu'on le veuille ou non, la politique générale ou la politique pénale est en soi décidée par l'État. Et partant de cette considération, on ne peut pas rompre de manière absolue, de manière radicale, comme on le dit, le cordon ombilical entre la chancellerie et naturellement le ministère de la Justice. Maintenant, il va falloir trouver des garde-fous. Il va falloir, au niveau des acteurs qui vont naturellement mettre en œuvre les textes, dans un premier temps, il faut revoir les textes. Une fois les textes toilettés, entre guillemets, à partir de là, on peut véritablement, avec des acteurs, il ne suffit pas de mettre encore d'autres acteurs tels que le juge de la liberté de la détention qui va venir naturellement occuper la place du ministère public, mais s'il ne joue pas de cette indépendance, ce sera naturellement, à mon sens, répétition et qui ne va pas apporter les solutions attendues par les citoyens dans le sens d'une justice sociale et non pas d'une justice au sens judiciaire
au juridictionnel du terme. Des réformes au point d'élire des juges, des procureurs, comme dans le système anglo-saxon aux États-Unis. Parce que nous ne sommes pas dans les deux systèmes. Justement, nous ne sommes pas dans les deux systèmes. Dans le système parce qu'on va quand même... C'est en fait l'équilibre. Comment faire... Américain, précisément, quoi. Oui, parce qu'il faut chercher l'équilibre dans toute réforme, dans les innovations, ne pas donner trop de pouvoir aux magistrats, mais aussi essayer de donner autant que possible des garanties des droits fondamentaux pour les citoyens. Donc il va falloir trouver l'équilibre entre ces deux aspects. Maintenant, vouloir, bien entendu, conférer aussi trop de pouvoir aux citoyens, moi, ça, à mon avis, il faut être très prudent à ce niveau. Alors, pour terminer, le colloque international sur la Summa Divisio, rappelons-le, à l'Université de Bombay, dès demain, les débats sont ouverts au public? Oui, naturellement. Comme tout colloque, les débats sont ouverts au public. C'est l'occasion même de lancer encore une invitation solennelle à tous les chercheurs, tous les universitaires et même au-delà, le ministre de tutelle, le ministre de l'enseignement supérieur, le docteur El Hadj Abdourahmane Diouf, qui fait partie des nôtres. Et nous avons officiellement transmis une invitation. On l'espère véritablement voir parmi nous parce que dans sa première déclaration, que nous avons bien appréciée, il a très vite fait un clin d'œil à la recherche. Et je pense qu'aujourd'hui, quand on parle de l'innovation, développement, c'est la recherche. Et je pense que le colloque, du point de vue scientifique, constitue un pilier, un des premiers éléments qui permettent, bien entendu, de développer et de promouvoir la recherche. Mais vous avez saisi votre ministre de tutelle? Oui, naturellement. Naturellement. C'est déjà fait. Il a été saisi par les canaux administratifs. Vous avez également invité le ministre de la Justice? Ministre de la Justice, non. Par contre, puisqu'on le fait en collaboration avec... Mais vous auriez pu, puisque vous parlez... bon, on a parlé de réforme, et certainement vous allez suggérer des bien entendu, choses mais il y a les acteurs. Naturellement, la Cour d'appel de Thiès, le ressort, notamment le tribunal de grande instance de Diourbel. Je pense que le président a reçu l'invitation. Ils vont remonter. Ils vont remonter, même si aussi c'est l'université. L'université, le fait que tout simplement le colloque est ouvert au public, c'est déjà un élément. Au-delà, on a saisi et on travaille, on collabore de manière permanente avec les chefs de juridiction, notamment le tribunal d'instance de Bambey, le tribunal d'instance de Diourbel et le président du tribunal. Et on a beaucoup d'intervenants, comme on l'a indiqué, le volet ingénierie juridique, des magistrats, des avocats, qui vont naturellement venir participer. Et la publication ultérieure des actes du colloque constitue la publicité et au-delà même la revalorisation de la recherche. Merci beaucoup, Mbalo Thiam. Je rappelle que vous êtes maître de conférence, agrégé des facultés de droit, chef du département d'ingénierie juridique de l'Université Alioune Diop de Bombay, membre du comité d'organisation et scientifique du colloque international qui se tient à Bombay même. Merci beaucoup. Merci, c'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Merci à vous également, mesdames, messieurs, de nous avoir reçus chez vous. Excellente suite de programmes sur la TFM, la télévision Futur Média. Merci, bonsoir.